Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant Picsou. Non, Florentino Pérez, est-ce qu'il n'est pas en train de reproduire les mêmes erreurs qu'il a commis 20 ans plus tôt? Donc moi, c'est une idée que j'ai de vidéo depuis à peu près 2 mois. J'étais tombé sur un article très intéressant qui confirmait déjà ce que je pensais un petit peu de Florentino Pérez, qui fait des choses absolument formidables du côté du Real Madrid, mais tout homme commet des erreurs, et selon moi, il est en train de reproduire certaines erreurs passées. Et étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'actualité en ce moment, je me suis dit que c'était peut-être le bon moment, avant mon départ au Japon, de vous sortir ça. Voilà, donc c'est un sujet qui est froid, je ne suis pas sûr que ça marchera, mais en tout cas, ça me fait plaisir de vous le partager. Donc n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu, votre meilleur boost. On parle un tout petit peu de l'actualité juste avant ça, et on s'attaque au dossier Florentino Pérez, générique. Mbappé, bola! Que gol! Vini Malvadeza, que golaço! Tranquilo. Avec Mesut Özil, 1988, comme moi, qui fête ses 37 ans. J'ai toujours envie de parler des anciens du Real Madrid. Ça me fait vraiment plaisir d'en parler sur la chaîne. Alors, pas sous forme de vidéo, mais d'en parler dans les news, dans l'espèce de journal que je peux faire quotidiennement sur le Real Madrid. Donc, Mesut Özil, 37 ans. Quel souvenir vous gardez d'Ozil? Parce qu'Ozil, c'est 3 saisons à Madrid. En tout cas, moi, ça a été ma période préférée. 27 buts, 80 assists. C'est peut-être ça, finalement, la stat la plus choquante. C'est que le mec, chaque saison, il balançait en moyenne 25 assists. En moyenne, plus de 25 assists par saison, si on fait une moyenne. C'est absolument dingue. Je crois d'ailleurs qu'il a le record de passes décisives sur une saison au Real Madrid. Moi, le meilleur moment que je retiens, bon, c'est évidemment la complicité qu'il avait à l'époque avec Cristiano Ronaldo. Mais si je dois retenir un geste, c'est peut-être la passe qu'il fait justement à Ronaldo lors d'un classico. Ronaldo va dribbler le gardien et marquer juste derrière. Et ce but-là va offrir le titre au Real lors de la deuxième année de Mourinho avec ce maillot absolument mythique. C'est la période 2012. Donc si je dois retenir un moment de Mesut Özil, je dirais que c'est celui-là. Donc partagez-moi d'ailleurs votre souvenir sur Mesut Özil dans les commentaires. En parlant d'Ozil, on parle évidemment de Ronaldo. Ronaldo qui a battu un record plutôt mythique hier, puisqu'il est devenu quand même le meilleur buteur des qualifications pour la Coupe du Monde avec un nouveau doublé. Il double Carlos Ruiz qui était à 39, donc lui maintenant il est à 40 ou 41, je crois même qu'il a 41 buts. C'est pas le bon visuel que je vous ai mis. Messi risque d'atteindre ce total-là lui aussi, et les deux monstres sont toujours au sommet de quasiment tous les records. Mais pareil, si vous me suivez sur les autres réseaux sociaux, je vais sortir une vidéo sur Haaland qui va montrer que ce gars-là risque d'effacer malheureusement la quasi-totalité des records de Cristiano Ronaldo. Mais ça, faut me suivre évidemment soit sur TikTok ou soit sur Instagram. En tout cas, ça fait toujours plaisir de voir le GOAT toujours au sommet. Gonzalo Garcia qui brille avec les U21 espagnols. L'Espagne qui était menée 1-0 contre la Finlande. Et Gonzalo Garcia qui va faire une passe D et un but. Ça fait plaisir pour un joueur qui finalement ne joue quasiment pas depuis le début de la saison. Peut-être que ça va envoyer un petit message du côté de Xabi Alonso en disant « Ouais, ben c'est vrai que finalement, ce gars-là peut me dépanner en fin de match. » En tout cas, nous, on ne demande pas à ce qu'il soit forcément titulaire, mais qui débute au moins, enfin, qui finisse au moins certaines rencontres. Et du coup, pendant cette trêve internationale, 2 matchs, 2 buts, 2 assists. Et ça fait plaisir. Donc j'espère vraiment que Xabi Alonso va avoir ça en tête et qu'il ne va pas faire l'erreur qu'a fait par exemple Carlo Ancelotti avec Arda Güler ou Hendrick ou ces jeunes-là, à le mettre de côté, parce que ce gars-là nous a prouvé pendant la Coupe du Monde des clubs qu'il pouvait rendre de très fiers services au Real Madrid en apportant notamment un profil totalement différent. Au niveau des bonnes nouvelles, Trent et Carvajal sont de retour et normalement les deux latéraux seront prêts pour le Classico qui arrive, je crois, le 26 octobre, donc dans 10 jours à peu près. Étant donné qu'il est à domicile, le Classico, je pense que Trent sera titulaire. Il aurait été à l'extérieur, je pense que ça serait Carvajal. Mais il me tarde de revoir Trent, déjà de voir Trent au sommet au Real et d'avoir vraiment l'équipe titulaire au Real avec la vraie défense, le vrai milieu, la vraie attaque. Bref, un effectif au complet. On arrive sur un article que je voulais vous partager sur l'équipe Mag. C'est un article sur Arda Güler qui dit « J'attendais mon heure ». Oui, parce que c'est vrai que sous Ancelotti, il était frustré et finalement, sous Xabi Alonso, il arrive à exprimer tout son savoir-faire, cette qualité de passe qui nous rappelle, comme on en a parlé en introduction, Mesut Özil et cette création du duo, notamment avec
avec Kylian Mbappé. Voilà, avec Kylian, il y a des soirs où un regard suffit. C'est exactement ce qu'on avait vécu à l'époque et ça fait partie des très bonnes nouvelles de ce début de saison. C'est la complémentarité entre un buteur létal qui prend la profondeur et un organisateur en retrait. Très content de voir Arda Güler. Maintenant, comme je l'ai dit avec Guillaume, notamment sur les lives, ce gars-là doit progresser dans l'intensité et dans le jeu sans ballon. Il doit récupérer plus de ballons. Pourquoi? Parce qu'un Modric, par exemple, était au sommet dans la création, mais Modric était aussi au sommet dans la récupération. C'était un vrai marathonien. Et j'ai l'impression qu'Arda Güler, il a cette petite faille au niveau de la récupération. En tout cas, très intéressant. Et il y avait un autre truc que je voulais vous montrer sur lui. Voilà, il dit qu'il a, en gros, la pression ne l'atteint pas, qu'il a besoin de ça, qu'il est attiré pas par la starisation, mais voilà, qu'il a besoin de jouer tout simplement. Il en a beaucoup pris en masse musculaire, environ 8 kilos. C'est vrai qu'il a pris beaucoup de masse. Alors après, il ne pourra pas prendre trop de masse parce que ça va changer complètement son physique. Et je trouve que cette année, son physique est plutôt bien d'ailleurs. Je ne pense pas qu'il ait forcément besoin de prendre beaucoup plus de muscles. Mais en tout cas, ouais, très content de voir les progrès d'Arda Güler. Ce qui nous amène, du coup, au dossier de cette vidéo, le dossier Florentino Pérez. Donc, il est en train, Pérez, de voir comment modifier les statuts du Real Madrid pour passer sur un modèle allemand comme par exemple le Bayern Munich avec le 50+1. On devrait avoir plus d'informations lors de la prochaine assemblée du Real Madrid. Si jamais ça se fait, ce changement dans l'institution, je vous en ferai une vidéo. Mais en tout cas, voilà, Pérez bosse en sous-marin sur un truc qui pourrait vraiment révolutionner le Real Madrid. Alors Pérez, comment il devient président du Real Madrid? Parce qu'il faut revenir en arrière. On va faire un peu d'histoire côté Real Madrid. Il promet la signature de Figo au Real Madrid s'il est élu. Il est contre Sainz, le président de l'époque, qui est vainqueur de la Ligue des Champions. Tout le monde donne Pérez perdant. Mais avec cette promesse de Figo, tout le monde en fait va voter pour Florentino Pérez. Et là, à la surprise générale, Figo qui, lui, ne voulait pas venir au club, il y avait un accord entre Pérez et l'agent de Figo, il paye la clause libératoire, le Barça ne peut absolument rien faire, et c'est un séisme, je l'ai vécu à l'époque, c'était un véritable séisme, c'est comme si aujourd'hui, j'en sais rien, Vinicius signait à Barcelone. Voilà, Figo, c'était Ballon d'Or, et le Ballon d'Or va au Real Madrid. C'était un séisme total, plus gros transfert de l'époque, 60 millions d'euros. C'est comme ça que Florentino prend les rênes du Real Madrid et il va amener une nouvelle vision du football en signant des Galactiques chaque année. L'année suivante, Zidane. D'ailleurs, vous voyez qu'à côté de lui, le monsieur qui est âgé, c'est Alfredo Di Stefano, qui est la personne préférée de Florentino Pérez, en tout cas son plus grand joueur dans l'histoire du Real Madrid. Et ça va continuer année après année. Il va signer Ronaldo Nazario, il va signer Beckham. En fait, il va avoir une obsession pour des Galactiques parce que ça vend beaucoup à l'international. Et il se dit aussi que plus j'aurai de talent individuel offensif, plus j'aurai de chances de gagner des matchs, jusqu'à oublier l'équilibre d'une équipe en ne remplaçant pas, par exemple, un Claude Makelele. Zidane dira plus tard que la grosse erreur de Pérez, c'est qu'il n'a pas remplacé Claude Makelele et qu'à un moment donné, il a préféré un David Beckham ou un Ronaldo Nazario à un équilibre du Real Madrid qui sortait quand même en l'espace de 6 ans, 98, 2000, 2002, 3 Ligues des Champions en 6 ans, une année sur deux. Et bien dès lors que tous ces Galactiques sont réunis, sportivement, ça ne marchera pas. Parce que pas d'équilibre sur le terrain, problème d'ego dans le vestiaire, qui c'est qui tire les pénaltys, les coups francs, etc. Problème de salaire, tant et si bien qu'il va y avoir un bordel monstre au Real Madrid jusqu'à, en 2006, Florentino Pérez va démissionner du Real Madrid parce que le club n'y arrive plus sportivement à la ramasse. Il n'y a plus d'équilibre dans l'équipe et en fait, les socios mettent tellement de pression à Florentino Pérez que ce dernier démissionne. Donc ça a été un échec. Ça a été un échec, les Galactiques 1.0 de Florentino Pérez. Il va tenter une version édulcorée avec l'arrivée de Cristiano, de Benzema, de Kaka, déjà 2 ballons d'or, mais à la différence de la première vague de Galactiques, Pérez va là créer une équipe beaucoup plus équilibrée avec évidemment, bon là je suis en 2016 mais c'est pour vous montrer la construction de l'équipe sur plusieurs années, il y aura évidemment une pléthore de stars offensives, il n'y a pas Bale mais on peut rajouter Gareth Bale qui a coûté 100 millions d'euros, Ronaldo c'est quasiment 100 millions d'euros, mais derrière ça,
il va y avoir un milieu de terrain ultra bien construit, sans doute le milieu de terrain le plus complémentaire que le Real Madrid ait eu dans son histoire, avec le régulateur du temps de jeu, Kroos, le régulateur de l'espace, Modric et Casemiro, qui étaient là pour vraiment faire le sale boulot. Ces trois-là s'emboîtaient parfaitement. Et défensivement, tu avais Varane, Ramos, tu peux même rajouter Pep à l'époque avec Ramos, qui ont formé la charnière centrale la plus longue de l'histoire du Real Madrid, c'est-à-dire Ramos, Pep, c'est la plus longue charnière de l'histoire du Real Madrid, et deux grands latéraux qui étaient Marcelo/Arbeloa avec... non, c'est pas Marcelo, c'est Carvaral/Arbeloa avec Marcelo. Donc, la version, entre guillemets, 2.0 de Florentino Pérez, elle était beaucoup plus équilibrée. Oui, je mets des stars dans mon équipe, je n'ai pas peur d'acheter du Ronaldo, du Kaka, mais je vais quand même acheter du Xabi Alonso, je vais acheter du Pep, je vais acheter ce genre de joueur. Alors, c'est pas forcément lui qui a acheté tous les joueurs, mais vous avez compris. Il va beaucoup plus équilibrer son équipe, à la différence de ce qu'il avait fait au début des années 2000. Ce qui nous amène aux néo-galactiques, c'est comme ça que je les appelle, vous pouvez les appeler les galactiques 3.0, bref, comme vous voulez. Un Real qui a gagné en 2022 et en 2024 deux Ligues des Champions, ce qui nous rappelle donc le parallèle avec 98 et 2000, deux Ligues des Champions remportées à 2 ans d'intervalle, et un effectif qui va être complètement déconstruit avec l'ajout d'un Kylian Mbappé, évidemment joueur extraordinaire, mais qui va arriver dans cet effectif-là comme un élément perturbateur dans la hiérarchie des joueurs, dans le salary cap. Il va foutre le bordel. Je ne dis pas que c'est le joueur en lui-même, mais c'est sa présence, le fait qu'il arrive dans ce vestiaire-là, qui va complètement déséquilibrer le vestiaire, à l'instar d'un Ronaldo Nazario qui arrive et qui prend un petit peu la lumière d'un Raoul à l'époque. Vous voyez tous les parallèles qu'il y a avec cet ajout de star. Un Toni Kroos qui n'est pas remplacé parce que Florentino Pérez juge qu'il n'est pas bon forcément de remplacer un Toni Kroos. Ça vous rappelle qui? Ça vous rappelle évidemment un Claude Makelele, nouveau parallèle entre les deux époques. Alors que s'il y avait bien un joueur à remplacer côté Real Madrid, c'était évidemment Toni Kroos, le cerveau de cette équipe-là. Un Real qui finalement va faire saison blanche. Alors je ne compte pas évidemment la Super Coupe d'Europe et la Coupe intercontinentale, mais pas de Liga, pas de Copa del Rey, pas de Coupe du Monde des clubs, pas de Ligue des Champions, tant et si bien que Carlo Ancelotti, il est un petit peu poussé vers la sortie, parce que c'est un échec sportif, avec des tensions dans le vestiaire, un Vinicius qui a perdu de sa superbe alors qu'il était pas loin de remporter le Ballon d'Or. Est-ce que ça coïncide avec l'arrivée d'Mbappé ou pas? J'en ai aucune idée, mais en tout cas, il varie selon les matchs. Soit cette année, on a un Vinicius extraordinaire, soit il est plutôt décevant, mais on n'a pas encore retrouvé le Vinicius Prime de 2022 ou de 2024. Un Rodrigo qui est sur le banc. Bref, on n'est pas loin d'un vestiaire qui va imploser côté Real Madrid parce qu'il y a trop de stars. Il y a trop de stars. On a un milieu qui n'est pas du tout équilibré et surtout, il n'y a pas eu d'investissement en défense. Alors, sauf cette année avec Hausen et Carreras. Voilà, donc est-ce que Florentino Pérez n'est pas en train de commettre un nouveau galacticide, n'est pas en train de refaire encore une fois la même erreur? Mais pas forcément, parce que je pense qu'il a tenu compte de ses erreurs passées. Il a vu que c'était forcément en train de se reproduire avec cette saison 2024-2025 qui a été ratée. Et les pleins pouvoirs ont été donnés à un certain homme. Un Xabi Alonso, évidemment qu'on ne décrit plus, légende de la Roja, qui a gagné tous les trophées possibles, qui a gagné la décima avec le Real Madrid, qui a les pleins pouvoirs cette saison au Real Madrid, et c'est là peut-être le point le plus important, symboliquement représenté par l'homme qui prend le plus de place lors de la tournée, même pas de la tournée, lors de la Coupe du Monde des clubs. C'est symbolique, mais avant ça, jamais Ancelotti n'était mis en avant comme ça. C'était plutôt soit du Mbappé, soit du Vinicius. Là, on a décidé que le projet, c'était Xabi Alonso, un entraîneur qui n'a pas peur de mettre du Vinicius sur le banc, de faire sortir Rodrigo du 11, de ne pas mettre titulaire un Bellingham. Bref, un entraîneur qui remet les égos de côté et la hiérarchie de côté, place à la méritocratie, fini les statuts. Donc il y a un pas en avant qui a été fait côté Florentino Pérez et surtout la stratégie des jeunes que le président espagnol a mis en place depuis une dizaine d'années reprend de sa superbe avec notamment l'intégration de jeunes comme Carreras, Hausen, Mastantuono, Arda Güler, et c'est peut-être cette jeunesse
qui va prendre le pouvoir et sauver Xabi Alonso, in fine, Florentino Pérez et le Real Madrid d'un nouvel échec des Galactiques. Donc vous voyez les amis, on n'est pas loin d'une crise si le Real cette année se viande complètement. On mettra la faute sur Mbappé parce que Mbappé malheureusement arrive après des succès et donc on dira depuis que Mbappé est là, on ne gagne plus. Mais l'erreur, c'est pas que Mbappé soit arrivé, c'est que Pérez l'ait signé à l'époque et ait déséquilibré cet effectif-là. Et en plus, je vais même vous dire autre chose. L'erreur, c'est pas forcément d'avoir acheté Mbappé, c'est de ne pas avoir renforcé l'année dernière la défense. On a joué avec une défense catastrophique, de ne pas avoir remplacé Toni Kroos. Et donc, il y a pas mal de similitudes entre la période galactique 1.0 au niveau des erreurs commises, trop d'attaquants, pas assez de milieu, pas assez de défenseurs, problème d'ego dans le vestiaire, problème de salary cap, etc., etc. Donc il y a quand même pas mal de parallèles à faire entre ces deux époques, mais comme je vous dis, la petite nuance, c'est que j'ai l'impression qu'il a anticipé cela avec l'arrivée presque anticipée d'un Xabi Alonso qui devait arriver à la base en 2026, date de la fin de contrat de Carlo Ancelotti. Donc l'arrivée de Xabi Alonso a été accélérée par Florentino Pérez avec les pleins pouvoirs pour l'entraîneur. Si tu dois me faire sortir les stars, tu n'hésites pas à le faire. On fait jouer les jeunes parce que ça aussi, ça fait partie de la stratégie du Real Madrid depuis 10 ans. Recruter des jeunes joueurs à très fort potentiel, les faire jouer s'ils sont très bons ou les revendre. Et c'est peut-être cette solution qui va sauver Florentino Pérez d'un nouvel échec au niveau des Galactiques. Alors, donnez-moi votre avis concernant Florentino Pérez. Est-ce que selon vous, il est en train de s'entêter avec les Galactiques alors qu'aujourd'hui, le football nous prouve à travers du Liverpool, à travers surtout du PSG, que c'est finalement des équipes parfois sans stars qui vont gagner des titres. Et le meilleur exemple, ça reste le Paris Saint-Germain, qui a fait l'année de son histoire sans Kylian Mbappé, avec un effectif sans star, mais vraiment un collectif, là où le Real détonne en continuant de faire les méthodes passées, c'est-à-dire un Real galactique, un Real qui vend du rêve, mais un Real qui ne gagne pas forcément des titres. Donc il y a quand même une grosse pression sportive cette saison concernant le Real Madrid, car en cas de nouvelle saison blanche, je pense que Florentino Pérez commencera également à être jugé par certains socios. J'espère que ce sujet vous a plu les amis. Peut-être que je me trompe complètement dans mon analyse, mais en tout cas c'est ce que je pense réellement. Donnez-moi votre avis dans les commentaires et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur le Real. Ciao les amis!